Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme et ça me fait grand plaisir de vous accueillir à ce 305e épisode de Coram Deo qui porte véritablement un regard chrétien sur le monde. Vous vivez dans un monde où il y a beaucoup de confusion, un monde où il y a toutes sortes d'idéologies qui se rivalisent les unes et les autres. On peut se demander, quand on regarde la pensée de l'homme moderne, comment on en est arrivé à cela aujourd'hui. Il y a un bon livre qui a été publié par Carl Trueman il y a, je sais plus, ça fait 2-3 ans peut-être, The Rise and Triumph of the Modern Self, qui explique tout le concept de l'identité moderne, comment le moi moderne a triomphé. Et je cherchais quelque chose en français pour voir s'il n'y avait pas l'équivalent. J'avais traduit littéralement dans une recherche Google la montée et le triomphe du moi moderne. Et je suis tombé sur une série d'articles de mon invité qui s'appelle Jérémy Cavin. Bonjour Jérémy. Bonjour Pascal, merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Ça me fait plaisir de t'avoir. Donc, Jérémy est déjà venu à Coram Deo dans le temps de la COVID pour discuter de questions chaudes. Et puis, je te réinvite pour des questions chaudes, mais qui, oui, ont une grande urgence aujourd'hui, mais peut-être pas avec la même contexte que celui de la COVID, mais de grandes préoccupations pour l'Église d'aujourd'hui. J'étais très content, donc je mentionnais tes articles parce que je cherchais quelque chose d'équivalent pour ceux qui ne peuvent pas lire l'anglais, pour comprendre ce que Carl Trueman explique dans son livre, comment on en est arrivé aujourd'hui à ce que l'identité a été successivement psychologisée, sexualisée, politisée et a permis au transgenrisme, mais pas seulement au transgenrisme, à toutes les différentes déclinaisons de l'identité de s'imposer avec véhémence et avec l'applaudissement finalement des élites modernes, comme si ça tombait sur le coup de l'évidence que un homme puisse changer de genre ou une femme, ou qu'on puisse finalement de façon très malléable jouer avec l'identité. Donc, tu as eu une série d'articles sur Évangile 21, 7 articles où tu résumes grosso modo, le propos de Carl Trueman. Son livre a été bien reçu, pas seulement dans les milieux chrétiens. Hein. Il a été lu en dehors dans le monde intellectuel et a été reçu comme vraiment un ouvrage de référence pour retracer toutes ces étapes. Alors, et ça, je pense que c'est un travail qui est vraiment important parce que si on fait seulement s'arrêter à ce qui se passe aujourd'hui, on est un peu comme sous le choc en se disant comment est-ce qu'on en est là et quelle posture prendre face à tout ça. Mais c'est bon, je pense, pour nous de faire une pause et puis de retracer les étapes et les moments, les points d'étape cruciaux qui ont permis à l'idéologie du moi moderne de triompher, de s'imposer. Et donc, c'est ce que tu fais, c'est un peu ce mandat que tu t'es donné dans cette série d'articles de nous donner en français le travail de Carl Trueman. Alors d'abord, merci pour cela. Alors j'ai lu ces 7 articles qui sont accessibles. Là, c'est pas 7 thèses de doctorat. Là, c'est des articles qui font quoi, peut-être 2000 mots à peu près chacun, entre 1000 et 2000 mots. Tout à fait. L'idée, c'était de vulgariser et de résumer un gros pavé en quelque chose d'accessible qui gardait les lignes saillantes un peu du bouquin.
Ouais, ouais, parce que voilà, le livre de Truman, là, on est dans les 400 pages, je pense. Il y a une version, ouais, c'est ça, c'est à peu près 400 pages. Il y a une version abrégée qui existe, mais je pense pas qu'il est traduit. Je ne sais pas s'il y a un éditeur français qui a le projet de le faire. Mais en attendant, cette émission qui est sponsorisée par Publications chrétiennes vous recommande un autre livre un peu du même genre, celui de Rosaria Butterfield, Rosaria Champagne Butterfield, Les pensées secrètes d'une convertie insolite, de l'homosexualité à la découverte de la foi chrétienne. Alors, je présume que, comme moi, tu as découvert Madame Butterfield il y a quelques années, que tu as entendu son témoignage, Jérémy? Oui, oui, je l'ai lu aussi ce livre. En Ah effet, ouais, oui, c'est un sujet que j'ai pas mal traité, donc j'ai lu pas mal de livres en lien avec l'homosexualité, la question transgenre. Et ouais, c'est un très bon témoignage, je pense, accessible aussi ouais. même à des personnes qui seraient en recherche ou en questionnement sans être nécessairement chrétiennes. Oui, tout à fait. Et, ce qui est ouais, intéressant, ben, il y a une touche beaucoup plus personnelle. Le travail de Truman, c'est un ouvrage plus académique, plus objectif. Bon, ici, c'est un témoignage, mais euh, moi, j'ai été beaucoup exhorté à écouter Madame Butterfield sur différentes plateformes qui exhortent les chrétiens dans l'approche qu'ils devraient prendre, la posture face à la communauté LGBT et même au lobby, et parce qu'elle en est issue elle-même. Et puis, elle nous donne vraiment des bonnes pistes de réflexion. Donc, un bon livre à obtenir pour réfléchir à tout cela et à notre approche qu'on devrait avoir avec les personnes homosexuelles ou qui s'identifient avec une ou l'autre des lettres de l'idéologie ou de la mouvance LGBT. Donc, on a un gros sujet aujourd'hui. Eh bien, tu as fait cet article, donc j'ai décidé d'essayer de résumer chacun des articles avec une question. Alors, Mhm. je vous encourage vraiment, je vais mettre un lien dans la description de l'émission pour que vous alliez lire les 7 articles de Jérémy. Si vous n'avez pas l'occasion, au moins cette émission peut être une bonne synthèse également. Donc, j'ai 7 questions pour Jérémy qui reposent essentiellement là, sur les sujets principaux qui sont abordés. Et donc, le premier point, c'est au niveau de la réalité. On vit dans un monde, il y a une réalité, mais on dirait que l'idéologie du moi moderne fait un petit peu fi de la réalité objective, biologique, comme si le monde réel n'existait pas. Alors, on veut se demander comment on en est arrivé là. Et d'entrée de scène, c'est important de saisir l'enjeu pour comprendre euh, comment on en est arrivé là, c'est de retracer les étapes pour que non seulement aujourd'hui on constate qu'il y a des gens qui pensent ainsi, mais que ça semble de plus en plus quelque chose de normal, d'acceptable, comme si les hommes avaient toujours pensé que c'est normal qu'un homme puisse être enceinte, qu'une femme puisse avoir une prostate, qu'une drag queen soit un pédagogue de choix pour chaque école. Et donc, il y a une partie des gens qui se disent voyons non, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Et alors, eux sont vus comme des transphobes ou des homophobes ou des anti-progressistes, des obscurantistes. Alors, quelles transformations de la réalité ont-elles été nécessaires pour en arriver là, Jérémy? Alors c'est vrai, tu dis ça paraît entièrement normal aujourd'hui et c'est ça qui est assez frappant. On n'est pas encore très vieux tous les deux, mais c'est fou au cours des dernières années comme les mentalités ont évolué rapidement et on pourrait avoir l'impression que ça tombe un peu de nulle part, mais comme tu l'as aussi dit en introduction, Truman montre bien que finalement c'est la pointe de l'iceberg en fait aujourd'hui l'idéologie transgenre Mhm. et que c'est une sorte de révolution qui est en marche depuis des siècles. Il appelle ça une révolution et on est tout dans le domaine de l'histoire des mentalités finalement. Et voilà, Truman, il veut pas poser juste un diagnostic théologique, il pourrait le faire, mais c'est pas le but de son livre. Ça serait, c'est le but d'un pasteur peut-être de dire voilà, Mhm. les hommes ont oublié Dieu, on est dans Romains 1, etc. Mais lui, il est dans une logique plus philosophique, historique, et il montre notamment enfin plusieurs éléments de changement de mentalité. Il se base sur des sociologues, des philosophes, etc. Il y a plusieurs concepts qui sont avancés dans son premier chapitre là, et j'en retiens trois. J'en retiens trois dans l'article, j'en retiens trois ici pour l'émission. Il y a tout d'abord la notion de l'imaginaire social.
Et là, il montre que l'imaginaire social a changé. Alors, c'est quoi un imaginaire social? C'est le philosophe ou sociologue, je ne sais plus, Charles Taylor, qui dit que c'est un ensemble d'intuitions et de pratiques, la manière dont les gens pensent le monde et agissent intuitivement avec lui. C'est l'idée qu'on est tous convaincus de certaines choses dans la société, mais qu'on ne sait pas toujours très bien pourquoi. Mhm. Et on voit que dans cet imaginaire social aujourd'hui, il y a la notion de l'égalité des droits entre tous, il y a le féminisme, il y a l'importance du climat, de l'écologie, et puis il y a l'idée que les personnes LGBTQI+, ont droit au bonheur finalement, tant qu'elles font de mal à personne. Voilà, ça fait partie maintenant de l'imaginaire social, et puis moi j'appellerais ça un peu le politiquement correct en fait, ou une sorte de pensée unique. Et on constate, si on fait une comparaison avec ce qui était en vogue il y a 10 ans ou 20 ans, que cet imaginaire social a changé très vite et que aujourd'hui, sur les questions d'identité sexuelle, on n'arrive presque plus à suivre, tellement des gens Mhm. commencent d'être unanimement convaincus de ça. Et Truman, il prend l'exemple du, je sais plus si c'est l'ouvrier d'usine ou le paysan dans son champ qui, sans même savoir pourquoi, se met tout d'un coup à défendre une idée. Au fil des temps, son idée change simplement parce que par le rôle des élites, des médias, eh bien, je dirais l'atmosphère de la société se met à changer. Et puis, il se met à penser peu à peu comme son environnement pense. Donc ça, c'est le concept de l'imaginaire social qui a changé. Euh, un autre concept, c'est alors, il prend des mots compliqués, là, mimésis, poiesis, mais si je vulgarise, euh, c'est le rapport à la réalité. Pendant longtemps, on a estimé que la réalité, c'était quelque chose qui existait en soi. C'était une sorte de données objectif dont on était dépendant et finalement on devait juste l'accepter, s'y soumettre. Notamment la famille, c'était un donné, un homme, une femme avec parfois des enfants. Et puis on acceptait que c'était comme ça. Et les philosophes et sociologues constatent qu'aujourd'hui, on n'est plus à recevoir la réalité, mais à la construire. Ce qui veut dire que, notamment dans la famille, on considère que tout est, disons, modelable, constructible en soi. Et ben là, en tant que chrétien, on aurait envie de mettre en avant l'ordre créationnel en disant il y a des choses qui ont été données Mhm. par Dieu pour ordrer, structurer le monde. Et aujourd'hui, notre société ben, considère qu'il n'y a rien qui est donné en soi, mais que tout peut être construit à l'infini, en particulier dans le domaine de la sexualité et de la famille. Donc ça, c'est un deuxième grand changement, c'est le rapport à la réalité. Et un troisième grand changement, c'est le rapport à l'identité. Et plusieurs, disons, intellectuels constatent que pendant longtemps, notre identité, donc ce qui me donnait de la valeur, un sentiment d'être qui je suis, était lié à ce qu'on faisait, à nos actions. Donc il y a eu l'engagement dans la cité pendant tout un temps, il y a eu la vie religieuse au Moyen Âge, c'est ça qui donnait du sens à ce qui je suis, c'est ce que je fais dans la vie religieuse. Il y a eu ensuite, pendant tout un temps, l'engagement économique, faire du commerce, gagner de l'argent. Donc on faisait des choses et ça procurait un sentiment d'identité. Et aujourd'hui, ce qui me procure un sentiment d'identité, c'est plutôt ce que je suis à l'intérieur. C'est mon Mhm. bonheur qui détermine mon identité. Et voilà, on a souvent dit que aujourd'hui, dans un monde post-moderne, post-chrétien, une valeur clé, c'est l'authenticité finalement. Donc, ce qui fait que je suis quelqu'un de bien, c'est que je peux exprimer authentiquement ce que j'aime, ce que je désire, ce que je suis. Et c'est comme ça que je vais être épanoui. Et donc, finalement, Truman, en prenant notamment ces concepts, nous dit que l'idéologie transgenre, elle s'inscrit très bien dans un contexte comme ça, parce que aujourd'hui, l'imaginaire social nous dit que c'est OK d'être gay ou d'être trans, donc cet imaginaire social a changé. Le rapport à la réalité nous dit qu'on peut tout construire et tout inventer, ce qui permet à toute forme d'orientation sexuelle de s'exprimer comme elle le veut. Et puis, l'identité est aujourd'hui liée au bonheur. Tout le monde dit, si tu veux être heureux, sois qui tu es. Et donc là encore, la notion d'être trans, drag queen, etc., tout ça bah, va tout à fait dans l'air du temps. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour répondre à cette première question. Comment, ça c'est un peu l'architecture au fait de Mhm. pourquoi on en est là aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est utile qu'il emprunte à des penseurs contemporains, des schémas pour un peu bon, mettre la table. Mais un autre des éléments qui a dû être révisé et transformé, c'est la conception de la moralité.
Euh, donc, la moralité a évolué au fil des siècles. Avant l'ère chrétienne, on est dans un monde païen où c'est pas un monde amoral, c'est une autre compréhension de ce qu'est la moralité. Et ensuite, avec l'ère chrétienne qui s'impose, ben, on arrive avec une moralité judéo-chrétienne qui a vraiment marqué la pensée pour les deux millénaires qui sont derrière nous. Mais on voit finalement avec l'arrivée des siècles des Lumières une transition vers le monde moderne où on passe à un troisième monde. Donc après le monde païen, le monde chrétien, peux-tu nous décrire en quoi consiste au niveau de la moralité ce troisième monde, et en particulier en ce qui a trait à la sexualité? Mhm. Oui, alors c'est vrai que dans les deux premiers mondes, comme ils les appellent, monde païen et monde chrétien, il y a une moralité qui est fondée sur quelque chose d'extérieur à soi-même. Il y a une transcendance, il y a une compréhension qu'il y a une moralité objective qui existe. Alors c'est pas pareil pour les païens que pour les chrétiens, bien entendu, mais il y a quelque chose d'extérieur à soi. Par contre, dans le troisième monde, comme Truman l'appelle, il n'y a plus de transcendance. Donc s'il n'y a plus de transcendance et plus de divinité qui est extérieure à nous, il n'y a plus non plus d'impératif moral. C'est-à-dire que le bien et le mal, c'est plus quelqu'un d'autre que moi qui le détermine, c'est moi-même qui peux le déterminer. Et on entre dans une logique où ce qui est bien moralement, c'est ce qui me fait du bien. Et si on transpose ça à la question de la sexualité, l'enjeu c'est plus est-ce que c'est bien ou mal, mais est-ce que ça me rend heureux ou pas. Ça, c'est un glissement qui est quand même assez important. Et bon, la petite aparté, il me semble que même dans le monde chrétien évangélique, aujourd'hui, on commence un petit peu de se laisser avoir par cet aspect-là de l'imaginaire social, finalement, où on aurait tendance à dire, par rapport à toutes ces manières de vivre la sexualité, ben voilà, tant qu'ils font de mal à personne et qu'ils sont heureux, faut pas trop juger, c'est pas notre problème. Et je Mhm. pense que ce genre de phrase, c'est révélateur quand même que on s'est laissé un petit peu avoir par cette notion de c'est plus le bien ou le mal qui compte, mais c'est est-ce que je suis heureux ou pas. Et on va un petit peu déculpabiliser ceux qui font des choses bibliquement Mhm. répréhensibles parce que finalement ils sont heureux. Ouais. Ouais. Puis il y a quand même aussi un risque de dérapage avec tout ça, c'est que s'il n'y a pas de bien ou de mal qui existerait en raison d'une transcendance, finalement ça ouvre la porte à toutes sortes de dérapages. Euh, Si j'ai envie, et là, dans l'apologétique, bon, c'est un argument un peu excessif peut-être, hein, mais on va dire peut-être, voilà, qu'est-ce qui empêcherait que dans ce cas-là, je vive l'inceste? Qu'est-ce qui empêcherait un ménage à trois ou à quatre? Si les trois ou quatre personnes du même ménage sont heureuses de vivre la sexualité de cette manière, au nom de quoi peut-on leur dire que c'est pas une bonne idée, puisqu'il n'y Mhm. a plus de moralité? Et puis encore un élément par rapport à ça, c'est aujourd'hui on aime parler de préférence. Euh, et donc celui qui dit c'est pas bien, c'est-à-dire qu'il érige sa préférence en quelque chose d'absolu, eh bien c'est là qu'on va lui accoler l'étiquette de phobe justement. Celui qui Mhm. dit être homosexuel, c'est quelque chose qui est réprimandé ou pas vu comme positif par Dieu, on va dire tu es homophobe. De quel droit peux-tu faire passer ta préférence hétérosexuelle pour quelque chose d'absolu ou de normal? Mhm. Ouais, donc quand on réduit la moralité à une question de préférence et qu'on la détermine subjectivement, intérieurement, selon nos propres penchants, euh, ça implique que la croyance en une morale objective, ceux qui maintiennent cette croyance-là et qui disent non, vous n'avez pas la bonne lecture de ce qu'est un ordre moral, euh, comment ce discours-là est de plus en plus perçu dans un monde, dans le troisième monde, le monde d'aujourd'hui, avec la moralité d'aujourd'hui, comment est-ce que la moralité judéo-chrétienne est perçue par les contemporains? Elle est perçue comme d'un autre âge justement. Il me semble qu'on va nous dire le monde a changé, ça c'était pour autrefois, on n'est plus au Moyen Âge, enfin ce genre de phrases. Et justement, ce genre de phrase, je trouve qu'elle démontre aussi, et ça Truman le dit bien, une sorte de perte de mémoire collective. C'est qu'on a l'impression qu'on est enfin arrivé à l'ère de l'intelligence Mhm. aujourd'hui, qu'on est enfin arrivé à l'ère du progrès, et puis on balaye l'histoire d'un revers de main comme ça. Et quand on répond que quand même pendant 1900, enfin pendant des millénaires, on a globalement considéré que la vision LGBT du monde n'allait pas,
on va dire oui, mais pendant des millénaires, les gens se sont trompés et aujourd'hui, on a compris. Mhm. Mais il y a une sorte de retournement parce que on devient les gens un peu l'ennemi à battre, si on veut bien le. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, la pensée chrétienne, elle est vue pas juste comme une offre dans le marché des idées, mais comme une pensée qui est dangereuse, qui est toxique, qui est oppressante et à laquelle il faut de plus en plus s'opposer. Mais en même temps, il y a des contradictions parce que occasionnellement, puisque dans la réalité, dans la vraie réalité, il y a des impératifs moraux qui sont objectifs. Et même dans le domaine de la sexualité, je veux dire, le viol est toujours pas vu comme quelque chose qui peut être acceptable, même si certains, ça pourrait assouvir leur bonheur intérieur. La pédophilie passe encore mal, bien qu'il y en a qui essaient de raccrocher le P à l'acronyme LGBT. Q+, et dans le plus, certains veulent, c'est ça, bénéficier un peu de cette mouvance-là pour dire, ben, il y a une pédophilie qui n'est pas une agression sexuelle qui devrait être légitimée. Euh, et donc, il y a finalement un peu des contradictions internes où on veut faire de la moralité quelque chose de souple et qu'on peut personnaliser chacun, mais en même temps, il y a des espèces d'absolus moraux et dont même un absolu qui est celui qu'il ne peut pas y avoir d'absolu moral et donc ça, c'est un absolu moral, bien, ça devient une contradiction en soi. Mais il semble que la société moderne vit bien avec ces espèces de tensions, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que ce que tu dis, ça montre que, enfin, ça confirme ce que dit la Bible par rapport à notre conscience et à la notion aussi qu'on appelle, voilà, la loi naturelle et puis le fait que Dieu a inscrit dans le cœur de l'homme une certaine loi. Voilà, l'être humain, à force de s'éloigner de Dieu, arrive à étouffer certains aspects de sa conscience et puis à commencer de normaliser ce que la Bible considère comme non normal. Mais il y a quand même des stades juste au-delà desquels l'être humain n'est pas prêt à aller. Et ça démontre quand même effectivement des Mhm. formes d'incohérence, je pense. Ouais. Un des apports de la recherche de Truman, c'est cette perspective historique où, bon, il ne fait pas seulement lancer des concepts philosophiques et idéologiques qui met en contraste les uns avec les autres, mais il retrace vraiment l'évolution de cette pensée. Alors, on pourrait partir dans le Jardin d'Éden pour expliquer la pensée moderne de l'homme, où les hommes veulent être Dieu pour eux-mêmes, puis déterminer le bien et le mal. Mais plus près de nous, il part avec Jean-Jacques Rousseau. Et pour situer le rapport entre l'individu et la société, alors est-ce que tu peux nous expliquer comment ce penseur des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, est vraiment un penseur clé pour comprendre comment, par son influence, il y a c'est un point tournant où comment on doit voir l'individu et la société. Oui, alors il part des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, qui est un écrit important du siècle des Lumières, et notamment de cette phrase dans laquelle Rousseau dit: Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Voilà, donc cette notion de la vérité de l'homme authentique, en quelque sorte, et ça fait écho avec une phrase qu'on a certainement tous entendue dans le cadre de nos études au lycée ou à l'université, un peu ce principe qui résume Rousseau: l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Donc une idée que l'homme n'est pas mauvais en soi, que c'est la société qui le rend mauvais à cause de la pression sociale, des carcans et ainsi de suite. Et que dans ce contexte-là, le vrai moi authentique est étouffé, finalement, il est plus libre. Euh, et donc Rousseau a envie que l'homme puisse être vraiment le moi et agir selon sa nature bonne. Et c'est en fait pas le seul, hein. Il me semble qu'on peut étendre ça au siècle des Lumières en général, avec Mhm. cette idée très humaniste où l'homme est au centre, la raison devient la norme de la pensée, les besoins de l'homme deviennent centraux, il y a une volonté de liberté, d'émancipation. Euh, mais il me semble que là, avec les lunettes chrétiennes et bibliques, on se rend compte qu'il y a un grand paradoxe, c'est que cette liberté de vouloir être soi, d'un point de vue biblique, c'est plutôt l'essence même du péché finalement. Et la Bible, elle a un tout autre regard. Elle dit que l'homme est mauvais en soi
et que s'il s'émancipe de toute contrainte et de tout carcan, il va plutôt devenir esclave de lui-même, Mhm. et esclave de ses propres penchants, esclave de ses propres désirs. Et bon, ça, c'est disons, un petit aparté un peu pour Mhm. exprimer ce qu'on peut dire des idées de Rousseau, mais le fait est qu'objectivement, il y a une sorte de point de rupture, point tournant avec Rousseau et les Lumières, où depuis là, la société, je crois qu'elle est plus vraiment la même, et qu'on est entré dans cette ère de la liberté, l'égalité, l'authenticité, et on a ce choc des visions du monde entre la vision rationnelle des Lumières d'un côté, qui a évacué Dieu, qui a fait de l'homme la mesure de toute chose, et le christianisme qui continue à considérer qu'il y a un Dieu auquel on est redevable. Et comme on va le voir dans la suite des articles de Truman et de son livre, ces deux visions du monde, plus les siècles passent, plus elles deviennent complètement irréconciliables. Et, et puis voilà, Rousseau, il était suivi par les poètes romantiques. Alors c'est bon, pas quelque chose que je connais très bien. J'ai un peu découvert Mhm. ces penseurs dans le livre de Truman, mais il montre bien que ces poètes romantiques, ils mettent beaucoup l'accent sur les émotions intérieures, sur vivre l'amour et la liberté universelle. Et quand on lit ces poètes romantiques, on a l'impression d'être à mai 68 en fait, où chacun vit ses désirs, suit sa sexualité libre, et où le christianisme reste encore une fois cette espèce d'ordre obscurantiste Mhm. qui empêche les gens d'être heureux. Et Rousseau, donc, il a développé un peu cette notion je suis bon en tant qu'individu, la société me rend mauvais, laissez-moi être un homme bon. Voilà. Bon, c'est très schématique, mais c'est un peu l'idée. Ouais, ouais, donc avec Rousseau, finalement, on arrête on n'accepte plus, et c'est pas du jour au lendemain, là, mais cette idée est comme introduite, là. Inception, elle vient s'incruster dans l'imaginaire collectif et par la culture, par les œuvres d'art et de poésie, ainsi de suite, ça va finir par s'imposer, mais où on n'accepte plus l'idée que finalement, il y a la société qui donne un moule social auquel l'individu doit se conformer pour être véritablement authentique. Il faut accepter qu'on ne se conforme pas aux attentes externes de la société qui finalement nous empêchent d'être nous-mêmes et nous rendent mauvais en nous forçant à être autre chose que ce qu'on est fondamentalement. Mais ce n'est pas dans n'importe quelle société que se trouve Rousseau. C'est vraiment dans une société chrétienne. On n'imagine pas trop ce monde-là parce que bon, on est né dans un monde pluraliste, même s'il y avait encore les vestiges de l'influence judéo-chrétienne, et puis un monde où il y a beaucoup de cultures qui cohabitent et de religions et tout cela, mais Rousseau ne vit pas dans un monde pluraliste, il vit dans une société qui est chrétienne, donc le moule et la société qui le corrompt finalement, c'est le christianisme, d'où le moi doit s'émanciper. Et ça, c'est vraiment ce qui semble particulièrement être euh, l'ennemi finalement de la pensée moderne. C'est pas juste la société en général, même si on le dit souvent comme ça, mais c'est vraiment la société qui résulte de l'influence de la civilisation chrétienne. Et donc, voilà. Donc, mais après Rousseau, toute cette idée d'émancipation va vraiment se diriger vers une question plus spécifique avec le prochain penseur que Truman nous présente, où l'émancipation va être surtout dans le domaine sexuel. Alors, peux-tu nous parler du prochain penseur là, qui est avec bon, on va en venir à Freud, là, mais comment vers les étapes, disons, qui peuvent nous mener à Freud avec Nietzsche, Marx, Darwin, qui ont contribué finalement, même si on peut penser que c'est plutôt des penseurs au niveau économique, dans l'ordre social, et qui n'ont pas trop d'intérêt au niveau de la culture, au niveau de l'identité du moi, mais comment Nietzsche, Marx, Darwin préparent le terrain pour l'avènement de Freud, qui va être un petit peu le point culminant là, des transformations. Oui, oui, alors c'est vrai que c'est des penseurs très importants, hein, et peut-être qu'on se rend pas compte à quel point quelqu'un peut influencer le monde par sa pensée.
je remarque dans mes études aussi, la Révolution française, et Marx et Darwin et Freud notamment, c'est des gens auxquels on n'échappe pas. C'est Mhm. des gens qui ont marqué l'histoire. Donc on serait naïf de penser qu'ils n'ont pas eu d'influence. Et en effet, Truman dit qu'ils ont amené à l'émergence qu'il appelle les plastic people. Donc c'est une espèce de fluidité. Où avant il y avait une stabilité. Alors on a vu qu'elle a déjà commencé de s'émietter avec Rousseau et la Révolution française, mais toujours plus la fluidité remplace la stabilité. Donc on abolit l'idée de nature au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la transcendance. Et donc Nietzsche, lui, s'inscrit dans la continuité des Lumières, mais il dit si on veut être cohérent, il faut aller plus loin que les Lumières. Les Lumières ont rendu Dieu non nécessaire, il est devenu inutile, mais maintenant ce serait logique de s'en débarrasser complètement et de dire en quelque sorte Dieu est mort. Si on veut être cohérent, on n'a plus besoin de Dieu du tout. Mhm. Et on n'a plus besoin du tout de la moralité chrétienne. Et la conséquence, c'est qu'on devient nous-mêmes Dieu. On devient des dieux soi-même, et puis on rejette toute moralité et on vit dans une sorte de liberté totale. Voilà, il y a une notion de nihilisme, d'amoralisme, et puis il dit il faut arrêter de se bercer d'illusions en continuant de croire à Dieu finalement. Et donc dans cette vision des choses, la moralité n'existe vraiment pas. Et j'aime bien une citation de Truman dans son livre. Il parle de Ariana Grande, donc cette chanteuse pop-rock à la mode chez les jeunes. Et il dit une adolescente de 12 ans qui participe à un concert d'Ariana Grande n'a peut-être jamais entendu parler de Nietzsche, mais la sexualité amorale des paroles qu'elle entend lui prêche une forme de nietzschéanisme. Mhm. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et donc sexualité, il dit pas immorale, mais amorale, c'est-à-dire sans morale. Il n'y a pas de Mhm. bien ou de mal. On est vraiment dans l'idée, Ariana Grande dit fais ce que tu veux, quoi. Donc ça, c'est Nietzsche avec cette espèce de balayement de la moralité et puis de Dieu. Euh, Marx, évidemment qu'on le voit surtout en lien avec la lutte des classes, mais il y a un aspect de son discours qui est intéressant. On connaît aussi ce qu'il dit sur la religion, qu'elle est l'opium du peuple, dans le sens aussi qu'elle donne l'illusion du réconfort aux hommes. Et que donc il faut s'en débarrasser et que ce qui va vraiment réconforter les hommes, c'est pas de s'inventer un truc religieux, euh, mais c'est d'avoir un autre système économique que le capitalisme où l'être humain peut vraiment vivre la liberté et déterminer qui il est. Et donc lui, il est vraiment dans l'idée de la lutte des opprimés contre ceux qui les oppriment. Et voilà, bon, vous connaissez toute cette histoire, hein. Mais dans sa lutte contre l'oppression, il y a aussi une lutte contre la religion, parce que pour Marx et pour le communisme, en fait, qu'on voit encore aujourd'hui, le christianisme et la religion, ça contribue à perpétuer les valeurs aussi d'oppression. Donc on a déjà un beau duo là, Nietzsche, Marx, et puis Darwin. Euh, Darwin, bah oui, on pense évolution quand on dit Darwin, et évidemment l'évolutionnisme en tant que créationniste, c'est quelque chose qui nous dérange. Mais derrière l'évolutionnisme, il y a aussi l'idée du matérialisme. Donc tout est matière. Mhm. Et si tout est matière, là encore, tout est évoluable, évolutif à l'infini. Donc si je suis juste de la matière améliorée qui est passée d'une espèce à l'autre, je peux tout à fait évoluer vers quelque chose de différent encore demain, le siècle prochain. Et donc, tous les trois, mis ensemble, finalement, ils enlèvent les fondements objectifs de la réalité et puis donnent l'impression que l'homme, il peut constamment comme ça bouger, se révolter, lutter, évoluer, être libre, se battre pour le soi, et puis tout ça avec une idée que l'homme, c'est le centre du monde et que Dieu vraiment est définitivement mis de côté. Ouais, donc ça, c'est les trois penseurs. Et après, tu me demandais dans Freud, en fait, si... Ouais, c'est ça. Donc, après, là, on avance un petit peu de siècle en siècle. Là, on fait une émission d'une heure pour résumer ce qui a pris des siècles à mettre en place. Rousseau, on est au 18e, dans les années 1700. Ensuite, on arrive avec Nietzsche, Marx, et puis, c'est qui le troisième? On vient de dire Darwin, merci. Qui est le siècle suivant, au 19e, où on va vers une sorte de plasticité de la réalité. Donc, plus de repères objectifs. Dieu est mort, tout est matière et tout, donc peut être interprété, réinterprété, modifié, parce qu'il n'y a pas d'absolu.
ni dans la réalité, ni dans la moralité. Et finalement, la table est un petit peu mise pour Freud, qui est un peu le point culminant et qui va donner finalement un peu un accent très sexuel à toute cette plasticité, cette malléabilité de l'identité de l'homme. Donc, peux-tu nous parler un peu de l'influence de Freud? Voilà, donc là, encore une fois, je me base sur Truman, hein, parce que j'ai pas étudié Freud personnellement On en est des profondeur, mais groupies, là, on fait juste répéter ce que les vrais experts ont dit. exactement. Mais bon, disons chez Freud, effectivement, comme tu l'as dit, il y a un aspect très marqué sur la sexualité et une idée que le bonheur est lié à la satisfaction sexuelle. Et donc, euh, on s'est souvent indigné en tant que chrétien sur le fait que Freud voulait sexualiser les enfants, en tout cas qu'il relativisait, voire qu'il faisait l'apologie de la masturbation déjà chez les petits. Et puis lui, il présuppose que si on met des règles à la sexualité, on rend les gens malheureux et on empêche le moi d'être vraiment heureux. Alors, visiblement, il dit pas qu'il faut mettre aucune règle, mais il va largement dans le sens de la liberté, du fait qu'il faut surtout pas se culpabiliser, que la culpabilité, c'est à cause de la pression sociale, etc. Et donc, c'est un peu le point culminant des idées de Nietzsche, Marx et Darwin, dans le sens que eux, ils ont montré l'importance du moi qui est émancipé de Dieu. Mon identité, c'est moi et j'en fais ce que je veux. Et Freud, il lie ça avec la sexualité en disant, ben, pour être vraiment heureux et être un moi indépendant, il faut que je puisse vivre pleinement ma sexualité. Et c'est comme ça que je serai en quelque sorte vraiment humain. Voilà, donc ça, c'est un peu le fil de la pensée qu'essaie de retracer Truman et qui paraît tout à fait cohérent. D'autant que tu l'as dit aussi en introduction, c'est pas seulement les chrétiens qui ont applaudi ce livre, c'est des penseurs en tout genre qui reconnaissent la légitimité de cette analyse. Mhm. Voilà, et donc jusqu'à présent, on est bon surtout avec des grands penseurs, des philosophes, des universitaires, des gens finalement qui n'ont pas tant d'influence dans auprès de la majorité et du peuple qui est encore un peu captif du métarécit chrétien. Mais arrivé au 20e siècle, leur influence va vraiment se politiser. Alors, c'est ce qui était perçu peut-être comme radical dans appartenant à l'élite, aux artistes et à l'académie, va atteindre l'arène politique. Donc, on passe de l'identité qui a été psychologisée avec Rousseau, sexualisée avec Freud, mais qui va être politisée au cours du 20e siècle. Alors, peux-tu nous donner un peu les échelons et les outils qui ont permis cette révolution qui aboutit finalement pendant le 20e siècle puis qui bat son plein au 21e? Alors, il y a deux courants en particulier, plutôt que outils, là peut-être pour commencer, de courants qui ont largement mis ça sur la scène politique, c'est ce qu'on peut appeler la nouvelle gauche et le féminisme. Donc la nouvelle gauche, c'est des mouvements de gauche et d'extrême gauche, mais qui se focalisent pas seulement sur les droits des travailleurs, mais plutôt sur l'idéologie de gauche pour remettre en question les valeurs dominantes. Donc ils veulent remettre en question les valeurs de l'époque avec une espèce de gauche plus militante, plus une gauche des valeurs en fait. Et dans cette vision-là, il y a un militantisme qui se crée dans cette nouvelle gauche avec un objectif de lutter contre l'oppression sexuelle. Et donc c'est là que peut-être vous l'avez pas trop vu avant, mais le lien entre Marx et Freud arrive une sorte de synthèse avec cette nouvelle gauche. Il y a une sorte de lutte des classes, mais ici c'est plus les pauvres contre les riches, mais c'est plutôt les opprimés en matière de sexualité contre les oppresseurs en matière de sexualité. Et on a l'école de Francfort qui va dans ce sens, avec des penseurs comme Wilhelm Reich et puis Herbert Marcuse. Et là encore, c'est intéressant parce qu'en lisant Truman, j'ai refait le fil de mes études universitaires où je me suis rendu compte qu'en cours de sociologie, on m'a balancé de l'école de Francfort pendant des semaines. Et donc, juste aussi pour dire que l'école et le monde académique n'est pas neutre. Il y Mm-hmm. a vraiment une promotion aussi de ces idéologies dans le but de sensibiliser les gens, les étudiants déjà, au fait que c'est le juste combat quoi, que de se battre contre la norme hétérosexuelle, le patriarcat et ainsi de suite. Donc, dans cette vision de l'école de Francfort, la classe oppressante, pardon, c'est le patriarcat de l'Église et la famille traditionnelle en particulier. Donc, on veut lutter contre la moralité sexuelle
Et Reich va dire que la famille, je cite, est un État autoritaire en miniature. Et dans cet État autoritaire en miniature, on force l'enfant à marcher droit en termes de sexualité plutôt que de le laisser vivre ses propres désirs. Et ils disent c'est inadmissible. Et donc, pour ces penseurs extrêmes de la nouvelle gauche, certains vont dire qu'il faut passer par l'abolition de la famille. Euh, et pour travailler à ça, eh bien, en effet, ça devient sur l'arène politique et puis à l'utilisation des médias et de l'école. Et il y a toute cette idée que c'est important que l'État éduque les enfants. Voilà, moi je dirais plutôt face à un lavage de cerveau aux enfants, mais dans le sens d'une éducation toujours plus progressiste où on veut relire l'histoire selon cette notion des opprimés sexuels contre les oppresseurs sexuels. Et cette éducation, beaucoup de penseurs vont aussi jusqu'à dire à cette époque-là, donc on est dans les années 60-70, que, que ça peut passer par la censure et qu'en fait, toute liberté d'expression n'est pas bonne. Et on constate aujourd'hui quand même qu'on a un petit peu récolté le fruit de cette idée. Il me semble, pendant longtemps, on a eu le sentiment que on était assez libre d'exprimer nos idées, que toutes les idées étaient bonnes à écouter, qu'il y avait un vrai débat de société. Et depuis quelques années, on se rend compte que l'idéologie de l'école de Francfort, elle est maintenant arrivée au point où on les écoute et puis on dit, ben non, si ta pensée est politiquement incorrecte et qu'elle est phobe, elle n'est pas bonne à entendre. Donc cette expression, ma liberté d'expression s'arrête là où le politiquement correct commence finalement. Mhm. Donc là, il y a eu vraiment, je pense, une très très forte influence de la part de cette, ce qu'ils appellent cette nouvelle gauche, où les médias, l'école ont été appelés à y travailler, où l'État a été interpellé pour qu'il sanctionne les oppresseurs, etc. Puis on ajoute à ça le féminisme qui prône la libération sexuelle. Et on arrive à aussi la fameuse Simone de Beauvoir avec ces phrases chocs qu'on connaît bien. Hein. On ne naît pas femme, on le devient. Dans son livre Le deuxième sexe. Et autre citation, la nature ne définit pas une femme, c'est elle qui se définit elle-même. On est complètement dans cette idéologie qu'on a vue jusqu'ici, hein, du moi qui est la norme de tout. Je décide qui je suis et ce que je suis, ce sera la vérité finalement. Donc cette fluidité, l'idée que tout est construction sociale. Il y a encore cette phrase, j'ai dû l'entendre des dizaines de fois dans mon cours de sociologie, tout est construction sociale, c'est-à-dire que rien n'est donné en soi, mais que tout est construit, y compris le genre en fait. Et avec Simone de Beauvoir, on arrive à l'idée qu'il y a une dissociation entre mon sexe biologique et mon identité de genre. Et donc ça, c'est une rupture importante. Jusqu'à présent, on a quand même considéré que si je nais avec des organes génitaux masculins, je suis de genre masculin, et la même chose pour les femmes. Et là, on dit non, ça peut être deux choses différentes. Et c'est assez frappant de constater que ça date quand même de quelques décennies, hein, mais qu'aujourd'hui, ben, c'est vraiment entré dans l'imaginaire social. Mhm. Et qu'il y avait chez ces féministes les plus radicales une vraie dimension militante, presque violente, hein, avec des citations qui m'ont choqué. Je la connaissais pas. Je suis l'ami de Firestone, 1970, donc ça fait 50 ans. Hein. Et voilà ce qu'elle dit. Le but de la révolution féministe, donc déjà on voit l'aspect militant, révolution féministe, doit être non seulement l'élimination des privilèges masculins, mais la distinction des sexes. Les différences génitales entre les êtres humains ne doivent plus importer. Et ensuite, elle dit il faut se battre et on se battra jusqu'à ce qu'on ait remporté notre combat et jusqu'à ce qu'elle le dise que la tyrannie de la famille biologique soit brisée. Donc on retrouve clairement ce schéma opprimé-oppresseur. Et voilà, ben, les chrétiens, les conservateurs en tout genre, même ceux qui ne sont pas nécessairement chrétiens, euh, participent à cette tyrannie de la famille biologique, qui continue de défendre le patriarcat, etc. Et puis, il y a un combat qui doit être mené, qui est mené donc entre cette nouvelle alliance cette nouvelle gauche et ce féminisme, cette alliance-là, pour faire gagner cette émancipation. Et voilà, ça fait le lien avec la Mhm. culture woke aujourd'hui, où les gens aujourd'hui sont éveillés, comme on va dire, entre guillemets, à lutter contre toute forme de discrimination subie par les Ouais. minorités sexuelles. Et puis, voilà, ça fait le lien aussi avec votre mission de la semaine passée, sauf erreur. Mhm.
C'est fort intéressant. Ça nous aide à voir l'évolution de tout cela. Ironiquement, et il y a un clash hein, ici entre les féministes de la deuxième vague qui veulent vraiment dissocier le genre du sexe le transgenrisme qui finalement finit par effacer la catégorie de femme. Ces femmes radicales, finalement, voulaient pas que leur rôle dans la société soit déterminé par leur sexe, mais aujourd'hui, ça revient un peu contre elles parce que finalement, la femme n'existe plus. C'est quoi une femme? Il y a un documentaire intéressant comment il s'appelle? Matthew Welch, quelque chose comme ça. Voilà, Matt Welsh? Pas Welsh. Ouais. J'ai un blanc là, mais qui pose la question What is a woman? Et qui donc se bute finalement avec des gens qui sont confus, qui ne sont pas capables de lui donner une définition objective, mais dans le monde dans lequel on vit, ben, c'est pas à l'avantage de la femme ou du deuxième sexe de ne pas donner une définition objective, même biologique de ce qu'est la femme, parce que finalement, ça va permettre aux hommes de rentrer dans les compétitions sportives contre les femmes, et puis c'est ça à quoi on assiste. Et la femme n'existe plus, même dans certaines définitions légales. C'est plus des femmes qui sont enceintes, ce sont des personnes qui sont enceintes, et puis petit à petit, on efface finalement la femme au profit de quelque chose de plus inclusif, mais qui finalement ferait retourner peut-être certaines féministes dans leur tombe où on a pris leurs idées puis elles sont retournées contre elles-mêmes. Mais quand on discute de tout ça, ça nous apparaît, on se dit comment est-ce que des gens de bon sens peuvent croire ces idées-là? Comment est-ce que des universitaires peuvent vraiment enseigner les théories du genre et les idées les plus farfelues et extrémistes? Et pourtant, c'est pas juste une frange minoritaire de la société. Juste anecdotiquement comme ça, je te raconte, on était à Toronto il y a 2, 3 semaines avec ma famille en visite. Et Toronto se targue d'être la ville la plus LGBT au monde. Bon, c'est sûr, on était dans le Pride Month, mais je pense que je n'ai pas vu une seule boutique, un seul commerce dans le centre-ville qui n'arborait pas le drapeau LGBT, toutes ces déclinaisons avec les mouvances trans et tout ça. Partout, le corporatisme woke, mais qui veut s'identifier avec ce nouvel évangile. Qui se fait le défenseur de l'identité moderne, peu importe comment quelqu'un veut la définir. On est ouvert et puis Alors, quels sont les signes, même si je pense que c'est une question qui est pratiquement pas nécessaire, mais quels sont les signes qui ne mentent pas, qui démontrent que cette idéologie-là est pas marginale? Elle a triomphé véritablement. Oui, bah, l'idéologie transgenre, effectivement, elle a triomphé. Et puis ça, Truman le dit. Et avant ça, il dit il y a quand même deux, trois autres signes avant de parler du triomphe du transgenrisme en tant que tel. Il y a le triomphe de l'érotisme qui va un petit peu en deçà du transgenrisme, mais qui banalise complètement l'érotisme. Donc ça, c'est la preuve aussi que Freud et les poètes romantiques du temps de Rousseau ont remporté, disons, ont été écoutés. Quand on écoute les paroles de la culture pop ou les clips, qu'on voit les clips des chanteuses, ou même quand on regarde simplement les affiches pour la lingerie fine ou les bikinis, une sorte de banalisation de la nudité. Donc ça montre aussi que l'idéologie, en tout cas l'érotisme, la sexualité a triomphé, que c'est devenu quelque chose qui est complètement banalisé dans la société, de voir des corps. Et puis alors effectivement, l'idéologie LGBT, elle est complètement banalisée. En fait, je pense qu'on pourrait passer 1 heure à citer des exemples comme ceux que tu as cités là, à Toronto. Mm-hmm. Là. Mm-hmm. Pour moi, ce qui est frappant, comme c'est omniprésent à peu près partout, c'est-à-dire que on voit que les élites ont repris ce combat à leur compte. À Lausanne, il y a eu récemment une librairie chrétienne qui a dû enlever le bouquin de Sam Alberry, du est-il homophobe, de sa librairie parce que un conseiller municipal a été alerté par quelqu'un de la mouvance LGBT en disant que c'était scandaleux que ce bouquin ait pignon sur rue dans la ville de Lausanne. Voilà, il y a
On a aussi des drapeaux arc-en-ciel à gauche, à droite. Mais on voit dans les instances européennes aussi que c'est un combat quand même très présent, qu'il y a de l'argent qui est injecté à Mm. l'Union européenne, à l'ONU pour avoir de l'argent pour ces causes. Les ONG aussi ont beaucoup des franges de défense des droits LGBT. Voilà, enfin, pour moi, je trouve que c'est une sorte de rouleau compresseur idéologique et que Mm. je ne sais pas quoi dire. Ouais, effectivement, on Ouais. pourrait multiplier les exemples. Ouais, ben, dans l'arène aussi juridique des poursuites pour c'est pas suffisant de simplement ne pas attaquer les personnes LGBT puis de pas avoir un discours homophobe. Il est requis de célébrer, hein. Il faut marcher dans la parade. Ouais. C'est un petit peu comme à d'autres époques où il faut c'est pas suffisant de pas être contre l'empereur, il faut aussi lui offrir de l'encens. Alors, il y a des demandes comme ça de sacrifices qui sont exigées des chrétiens, que ce soit des photographes ou des pâtissiers qui doivent célébrer les mariages qui seraient contre leur conviction religieuse ou les transitions de genre qui sont faites. Et, bon, des choses de cette nature-là où il y a eu des poursuites, puis il y a des, certains ont pu défendre leurs droits, mais d'autres ont payé cher. Certains ont dû changer d'orientation au niveau de leur carrière. Des personnes qui perdent leur emploi parce qu'ils s'opposent ou ils ne sont pas suffisamment enthousiastes, ils sont mal perçus dans leur secteur d'emploi, dans l'éducation ou autre. S'ils pensent que c'est pas une bonne idée de faire venir une drag queen pour parler aux enfants. Alors, c'est un monde où ça va être un peu plus compliqué pour les chrétiens de composer. Puis, c'est la dernière question où je veux t'amener. C'est pas tant le but de Truman de nous dire où est-ce qu'on s'en va, mais plutôt de nous dire d'où on vient. Et puis, on suit un peu cette trajectoire-là. Mais néanmoins, euh, il nous invite un peu à une réflexion pour la suite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on fait juste le constat du triomphe du moi moderne et puis on va se cacher, l'option bénédicte, ou quelle posture on devrait prendre comme chrétien dans une société qui nous est de plus en plus hostile? As-tu quelques pistes à nous donner, Jérémy? Oui, avant ça, juste pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant, qu'il faut être non seulement pas contre, mais qu'il faut être pour. C'est une sorte d'évangile, cette notion LGBT. C'est une sorte de bonne nouvelle qui veut conquérir le monde. Mm. Et cette bonne nouvelle, on a vu que les présupposés, ils sont très différents du présupposé chrétien. Donc je pense que c'est des visions du monde qui sont incompatibles. Donc pour moi, une première chose dont on doit prendre conscience, c'est que c'est difficile de s'entendre en fait. Alors on peut discuter et puis on va le voir aussi, on peut et on doit, comme Rosaria le dit dans son livre, aussi être accueillant, aimer, Mm. etc. Mm. Mais la posture de base, je crois que c'est naïf de penser que on va pouvoir sortir des versets bibliques pour convaincre un militant LGBT qu'il a tort. Il y a trop il y a trop d'historique, il y a trop d'idéologies, comme on l'a vu, qui remontent depuis des siècles, qui ont amené à ce que le monde pense comme il pense aujourd'hui. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'on va avoir un certain nombre de défis. Tu le mentionnais, hein. En tout cas, ici en Suisse, plusieurs pasteurs, en discutant, pensent que c'est un des enjeux majeurs à venir, de savoir comment gérer cet aspect militant LGBT, tout en restant quand même fidèle à ce qu'on croit, en ayant du courage, mais en donnant pas le bâton avec lequel on va se faire battre. Donc, il me semble que des valeurs clés, c'est la sagesse et la prudence. Euh, c'est l'amour et la vérité aussi mis ensemble, hein. Ça, c'est toujours deux valeurs qui sont dures à articuler, d'avoir un amour réel. Donc, on doit pas être connu pour des gens qui détestent et qui vont lancer des pavés et brûler des drapeaux arc-en-ciel, mais plutôt pour des gens qui montrent positivement une vision chrétienne biblique de la réalité, en fait, des gens qui défendent leur vision du monde et qui en sont fiers. Donc ça, pour moi, c'est plutôt peut-être sur ce plan-là qu'on devrait essayer d'être intelligent et éveillé, Mhm. c'est-à-dire proposer une autre vision, notamment du mariage, en montrant que le mariage biblique, c'est quelque chose de beau, en montrant que la sexualité vécue selon les critères bibliques, c'est quelque chose de beau, en rappelant aux jeunes que l'abstinence avant le mariage, c'est quelque chose de bien. Et puis, je pense quand même qu'on peut avoir l'espoir qu'au bout d'un moment,
certains militants ou alors certaines entre guillemets victimes hein, de toute cette idéologie Mhm. vont se rendre compte que ça les rend pas plus heureux que ça et qu'on leur a vendu du rêve. Et en fait, ça rend pas heureux de vouloir être le centre du monde et de mettre mon moi et mon désir comme étant la norme de tout. Ça finit par rendre malheureux. Euh, donc il me semble que si en tant que chrétien, on continue de montrer un modèle de ce qui est juste et qu'on défend les principes bibliques, peut-être que au bout d'un certain temps, certains vont arriver et se dire ça m'interpelle quand même, tes valeurs sur la sexualité, ta moralité, ta distinction entre le bien et le mal. Ça, c'est peut-être un espoir qu'on peut avoir. Euh, et puis, Truman, lui, il est assez à la fois très pessimiste et en même temps une petite porte d'espoir. Il est très pessimiste par rapport au fait que le mariage gay, en tout cas, il dit c'est très installé. Ça entre tout à fait dans la logique d'aujourd'hui. La vision transgenre aussi, dans le sens qu'elle est l'aboutissement de toutes ces idéologies. Mais en même temps, il voit des failles aussi dans cette idéologie transgenre, notamment ce que tu as mentionné un peu entre les lignes, qu'il y a une sorte de désaccord entre euh, certains féministes qui veulent encore valoriser la femme et d'autres qui sont complètement à nier les distinctions. Et il y a aussi des désaccords au sein du mouvement LGBT entre ceux qui continuent de penser, les LGB, finalement, ils continuent de penser qu'il y a des hommes et des femmes, mais eux, ils disent on peut se marier Mhm. ensemble. Et le T, Q, etc., qui dit non, il n'y a pas d'hommes et pas de femmes. Donc, il y a déjà un peu des tensions qui émergent au sein même du mouvement. Peut-être qu'à un moment donné, ça va clasher. Ouais. Euh, il y a des défis aussi. Tu parlais des compétitions sportives. Il y a des gens qui commencent de s'énerver, même chez les non-chrétiens, du fait une femme, enfin, une femme devenue, non, un homme devenu femme, puisse concourir avec des femmes et remporter toutes les compétitions. Il y a des parents qui commencent de s'énerver qu'on fasse la promotion d'idéologie de genre à leurs enfants de 6 ans, Mm. ou qui se rendent compte qu'ils ont pris des hormones et qu'ils ont bousillé leur vie. Donc il y a quand même peut-être des signaux d'alarme qui montrent que ça va atteindre un point de rupture. Et là encore un exemple d'un ami historien, donc je trouve que c'est toujours bien l'histoire. Cet ami historien me disait qu'il n'était pas très inquiet. Il disait on est dans une société occidentale très confortable et à certains égards c'est un peu des soucis de riches. Ces questions transgenres, de pouvoir, enfin, on s'entend, mais de pouvoir mettre de l'argent pour prendre des hormones, etc. Il disait si une fois on ramasse une bonne vieille guerre, on va se reposer des questions prioritaires et puis, vu Ouais. que le monde est fragile, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des choses plus importantes qui nous viennent, des pénuries alimentaires, etc. Et peut-être là, on n'aura plus trop Mhm. l'énergie et plus le temps de mettre ça sur le devant de la scène. Ouais. Un petit régime taliban pour quelques années, ça remettrait peut-être les pendules à l'heure. Pas que la vision du monde talibane est celle que l'on souhaiterait. On est quand même, même si on est marginalisé, on l'est dans un contexte plutôt confortable comme chrétien. Mais je pense qu'effectivement, on ne pourra pas échapper à la réalité parce que toute l'idéologie, le triomphe du moi moderne, finalement, s'oppose au réalisme, s'oppose à la réalité, parce que le moi, bon, bien qu'il y ait il y a de la souplesse ici et là, et qu'on comprend qu'il y avait peut-être parfois des oppressions à combattre. De tomber dans la tyrannie du moi, c'est pas forcément mieux, mais aussi c'est que c'est une entreprise qui est impossible. On ne peut pas ultimement mentir contre la réalité. On peut la maquiller, on peut faire semblant, on peut dire à tout le monde mentez-moi avec moi, et les gens vont embarquer dans ce train-là, mais qui va dérailler tôt ou tard. Il y a beaucoup de gens qui détransitionnent. Donc oui, il y a une espèce de, de pushback, là, je ne trouve pas le mot en français. Mais espérons que ça pourra faire avorter cette révolution. Qu'est-ce qui va en être? On ne le sait pas. On s'attend au Seigneur. Soyons optimisme tout en étant réaliste, en constatant où nous sommes rendus au niveau idéologique. Mhm. Alors, bien, un grand merci, cher Jérémy, pour les articles et pour les propos que tu as tenus pour résumer tout cela qui est très utile. C'est important de comprendre d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Avec Euh, plaisir. et donc, j'ai pas de hors-propos comme tel, sinon que de vous annoncer le prochain sujet qui sera aussi la dernière émission pour la saison Coram Deo
hiver, printemps, été 2023. On va faire une petite pause estivale pour reprendre à la rentrée. Je ne sais pas exactement quand, j'ai pas regardé le calendrier. Mais dernière émission de la saison qui devrait être avec le pasteur David Pelosi de l'Église Bonne Nouvelle de Paris. Où je veux revenir avec lui sur le thème de la conférence dont il était l'organisateur en mai dernier, sur la suffisance de la parole de Dieu qui rejoint bien un peu le thème d'aujourd'hui, parce qu'on pourrait être tenté comme chrétien de faire appel à autre chose qu'à la parole de Dieu pour essayer de réfléchir, solutionner, mais nous n'avons pas d'autre message que celui qui nous est donné. Nous n'avons pas d'autre outil que la proclamation de la vérité et de l'Évangile pour faire face aux questions de l'heure. Et voilà, donc que les chrétiens et que les pasteurs en particulier puissent, vis-à-vis de cette vague woke et du triomphe de l'identité moderne, résister avec l'arsenal de la parole de Dieu, répondre avec la vérité, accepter toutes les conséquences que ça pourra avoir, que ce soit temporaire ou à plus long terme. Mais c'est toujours cette parole qui devrait être suffisante pour nous diriger dans le monde d'aujourd'hui. Et on va terminer sur cette note-là, si Dieu le permet, la semaine prochaine avec David Pelosi, qui, à ma connaissance, n'a pas de lien avec Nancy. Alors, est-ce que quoi que ce soit que tu voudrais annoncer, cher Jérémy, ça sort là fin juillet, cette émission. Avez-vous un camp réformé baptiste qui s'en vient ou une série de prédications que tu veux plugger? Des camps, oui, on a un camp réformé baptiste comme chaque année. D'ailleurs, les francophones sont toujours les bienvenus, sauf que là, il est plein, mais pour les années suivantes. Non, c'est toujours un camp chouette. On est plus de 200 participants là en France. On se retrouve fin juillet, donc ça, c'est chouette. Et puis, quoi d'autre? Série de prédications, là, je suis dans l'Apocalypse, voilà. Elles sont sur le site de l'Église. Je crois qu'on a un peu la même perspective eschatologique, il me semble. Je Ouais, sais pas très bien. celle qui est normative, là. On est amillénariste comme Jésus. Voilà, je suis assez d'accord, mais bon, non, je vais rester humble. Non, mais en tout cas, je suis très content d'avoir fait ce moment avec toi. Je suis aussi, oui, l'Église en Suisse aussi, je suis très content de l'Église où Dieu m'a placé. Et puis c'est beau de voir Dieu à l'œuvre dans nos églises, dans nos ministères. Et j'apprécie aussi toujours ces contacts avec outre-Atlantique, avec des frères comme toi. Donc merci aussi de l'invitation. C'était un plaisir non seulement de parler à ces auditeurs qu'en ce moment je vois pas, mais aussi de parler avec toi que je suis en train de voir là tout de suite. Et c'était un bon temps avec toi, donc merci. Ben, c'est moi qui te remercie, Jérémy, et puis ben, que le Seigneur te bénisse et bénisse chacun de nos auditeurs là où vous êtes. Merci d'avoir été des nôtres. Magnifique, il y a la barbe qui a poussé là depuis la dernière fois. Oui, effectivement, la barbe pousse. Je me rase plus, là. C'est pour faire des économies. Excellent. Non, j'ai tendance à changer de face assez souvent. Je me lasse. Donc, D'accord. je passe à la barbe, j'enlève la barbe. Je perds T'enlèves les les cheveux. cheveux. Ouais, c'est ça. Par contre, ils repoussent pas. Là. Je suis un chauve du devant, là, comme ça dit dans le Lévitique, là. Oui, ouais, ça va, t'as de la mage. Hein. Oui, c'est ça. Non, il y en a qui sont plus avancés que moi dans le processus de dégradation de l'homme extérieur. Exactement. Ouais, On va ouais. pas trop aller dans des rabbit trails. Ouais, c'est ça, si tu me demandes ce que c'est le Sittlichkeit de Hegel, là tout de suite, j'aurais de la peine. Ouais, c'est ça. Je vais te poser des questions Piège. sur des terminologies en allemand. Puis, est-ce que tu exposes l'Apocalypse en entier? Oui, ouais, je fais l'Apocalypse en entier, ouais. Là, j'ai fini le chapitre 16. Ah, ouais, ok. Ça fait combien de temps que tu es là-dedans? C'était ma 20e prédication. Ok, tu as quand même un bon rythme. Tu fais Oui, ça quasiment va. un chapitre par sermon. Ouais, j'ai fait les lettres aux 7 églises. D'abord, c'était un chapitre par lettre. Et puis après, j'ai fait un petit peu plus vite. Good. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est bien. Ouais.
Super. Est-ce que tu écris tout ou c'est des notes surtout? J'écris tout, ouais. OK, Ouais. bon, ben, ça pourra donner une deuxième vie. Peut-être un éditeur serait intéressé à mettre la main là-dessus. Ouais, peut-être. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a Romerovski qui est très bon comme commentaire, je trouve. Ouais, ouais. Euh, mais bon, il est beaucoup plus technique. Moi, je suis plus pastoral, disons. Homilétique. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Good. Ben écoute, je suis content de savoir que cette ressource existe. J'attends d'exposer l'Apocalypse, mais je voulais aller vers l'Ancien Testament après avoir fini Matthieu, là, mais je suis tenté de faire D'accord. l'Apocalypse, surtout dans la conjoncture actuelle. Je te Oui, c'est demanderai peut-être tes notes. ça, si tu veux. Ouais, moi, je pense que je vais faire Mathieu après. Ah bon, ben écoute, on fera un échange. C'est ça.